Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons choisi de parcourir un itinéraire autour des lacs, toujours avec un vélo assistance électrique prêté par l'Office de tourisme de Sarreguemines. Le balisage que nous allons suivre est donc par rapport au vis-à-vis, le vélo vis-à-vis, et c'est de couleur orange. Nous allons donc être entre Host et Sarralbe, notamment pour vous dévoiler une partie de l'histoire de la ligne Maginot aquatique grâce à un passionné d'histoire qui nous rejoint très bientôt. Mais on va également discuter avec le président d'une école vélo sur le secteur. Et puis comme dans chaque épisode, vous allez faire le plein de paysages, mais aussi de bons conseils. Cette fois-ci, on va s'intéresser au b.a.-ba pour réparer son vélo soi-même. Sur le début de la piste cyclable, vous avez également des petits panneaux explicatifs. Ça, c'est si vous le faites à pied en fait. La mare pédagogique de Host. Et donc comme promis, nous sommes encore à Host et nous allons parler un peu plus précisément de la ligne Maginot aquatique avec toi Philippe. Bonjour. Bonjour Irani. Alors déjà, je pense qu'il serait intéressant de rappeler qu'est-ce que c'est la ligne Maginot aquatique. Donc la ligne Maginot aquatique, c'était tout simplement un système d'inondation défensive qui avait été créé il y a 90 ans pour inonder la vallée du Motorbach. Et donc concrètement, les étangs qu'on peut voir un petit peu partout sur le territoire, ce sont des étangs de réserve d'eau, c'est ça? Voilà, tout à fait, c'était les réserves d'eau qu'on utilisait pour pouvoir inonder rapidement la vallée. Donc c'est des étangs qui se composaient d'une digue et qui ont empiété donc simplement sur des zones artificiellement inondables. Donc on est dans un milieu naturel qui n'avait pas à ce moment-là empiété sur les surfaces agricoles. Donc ça s'intègre parfaitement dans le paysage. Et l'armée n'avait eu aucun problème à l'époque pour acquérir les terrains. Et alors, en quoi, ici, là où on se trouve, c'est l'un des points les plus importants finalement? Bon, l'étang de Host, d'une part, les étangs de Host se situent en amont dans le système d'inondation, donc on parle de porte d'entrée de la ligne Maginot aquatique, mais également l'étang de Host-Bas est le seul qui a conservé son système de siphon, donc système de régulation, donc qui est quelque chose d'absolument unique, et c'est un patrimoine vraiment technique que nous a légué la ligne Maginot. Et on va aller regarder ça tout de suite. On peut aller voir tout de suite si tu le veux bien. Donc c'est le système dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, tout à fait, le système de régulation par siphon. Donc c'est un système unique qui n'existe plus qu'ici à Host et donc qui permet d'évacuer automatiquement jusqu'à 8 mètres cubes d'eau par seconde s'il le faut, sans qu'il y ait besoin d'aucune énergie, sans qu'il y ait aucune manœuvre à faire et sans qu'il y ait aucune pièce en mouvement puisque c'est que de la tuyauterie. Si je comprends bien, c'est une vraie stratégie en fait. Finalement, il fallait vraiment savoir à quel moment inonder ou pas. Et quels endroits? Donc on avait choisi 3 rivières, la Motorbach, l'Albe et la Sarre, donc sur une trentaine de kilomètres. On avait installé des barrages, donc il y en avait 8 en tout. Dans la vallée du Motorbach, on a également donc créé ces étangs réservoirs. Et donc quand on voulait inonder, il suffisait de fermer les 8 barrages, d'ouvrir les étangs de la vallée du Motorbach. Et donc à ce moment-là, on inondait déjà toute la vallée, mais on utilisait également l'eau de l'étang de Mittersheim et du Stock pour inonder la vallée de la Sarre. Et en tout, on avait une inondation continue sur une trentaine de kilomètres. Donc les Allemands venant de ce côté-là, ils se trouvaient arrêtés face à une zone inondable qui avait pour le moins 150 mètres de large. Et quand on va du côté de la Sarre, on est à 1 kilomètre d'inondation de largeur. Donc un obstacle infranchissable pour les Allemands. Donc ça fonctionnait bien et c'était vraiment dans la stratégie de la ligne Maginot dans ce secteur. Oui. Et donc les inondations étant des obstacles passifs, on a construit une multitude de petits blocos sur les arrières de la zone inondable qui vont battre donc et la zone inondable et l'avant, donc par le feu d'armes automatique. Et en juin 40, quand les Allemands lanceront leur attaque, on sait qu'il y a eu des tentatives de franchissement, mais aucune n'aboutira. Donc on était vraiment sur quelque chose d'efficace. Le dispositif que vous avez pu voir n'avait plus de valeur vraiment militaire dans les années 50. Dans les années 70, le syndicat, dont plusieurs communes étaient à l'intérieur,
a racheté le lot de tous ces étangs à l'armée. Et puis depuis, certains sont restés dans un décor plus naturel comme celui-ci, quoique il y a des petites cabanes de pêcheurs, quand d'autres ont décidé eh bien, de mettre en forme des bases de loisirs. Donc là j'ai repris mon petit circuit qui normalement doit nous faire passer par Putelange. À Aoste, vous pouvez également faire un saut à l'arboretum de la Maison Guth. Il y a environ une quarantaine d'espèces locales et exotiques d'arbres à voir. Et si vous voulez une visite en particulier, eh c'est sur demande. Le circuit nous a fait passer par Putelange-au-Lac, notamment aux abords de l'étang de Diefenbach. Pas très intéressant à vous montrer en ce moment en image puisque il est vide depuis quelques temps déjà pour cause de travaux sur la digue. Mais là, je fais un petit saut à l'étang du Velschof qui est pas très loin finalement et qui fait aussi partie de la ligne Maginot Aquatique. Petite anecdote, c'est le seul étang de la ligne Maginot qui en fait était situé côté ennemi. Pour la suite du circuit, nous devons nous rendre à Rémerin-les-Putelanges où nous attend Philippe pour la suite de ses explications. En étant encore sur le circuit, là, je me permets de faire un petit point à mi-parcours. Alors concrètement, c'est très bien aménagé, pas mal de parties en macadam. Mais sinon, bon, il y avait peut-être 2 ou 3 endroits avec des cailloux où c'était pas hyper évident avec le vélo assistance électrique. Mais honnêtement, c'est anecdotique et on peut très bien le faire seul ou en famille, hein, ce circuit. C'est assez agréable. Et puis, ce qui me laisse l'occasion aussi de vous parler d'un deuxième point qui est plutôt cool puisque sur le territoire j'ai recensé pas mal d'écoles vélo, ce qui permet en fait dès le plus jeune âge d'apprendre les bases du vélo et de prendre les bonnes habitudes. C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'entretien que j'ai eu avec le président de l'école cyclo de Putelange. Alors Jean-François, tu es président d'une école de vélo de Putelange. J'aimerais déjà comprendre ce que c'est une école vélo et ça s'adresse à quel type de public et pour faire quoi? Alors, c'est ouvert à tous les jeunes, à partir, on va dire, de 6 ans jusqu'à leur majorité, 18 ans. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans une école cyclo? Alors, déjà, le code de la route, qui est très important pour les jeunes. Ensuite, on a plusieurs thèmes. La maniabilité, savoir vraiment manier un VTT. Ensuite, de la cartographie, pour apprendre aux jeunes à se repérer dans une forêt, dans une ville, peu importe, à retrouver leur chemin au cas où ils seraient perdus. Des tests nature, reconnaître un arbre, un oiseau, un animal. Et aujourd'hui, tu as combien de licenciés à l'école vélo? Eh ben, à l'heure actuelle, j'en ai 34, 4 filles et 30 garçons. Et alors si on est déjà adulte, ou avancé dans l'âge en tout cas, on ne peut pas s'inscrire à cette école vélo? École vélo, pas directement, puisque c'est réservé aux enfants, mais par contre, la fédération propose maintenant des stages de savoir rouler en vélo. Ce qui est très important pour les adultes. Dans la circulation actuelle, c'est très intéressant de connaître un peu ça. Et pour terminer, s'il y a des enfants, des jeunes ou même des adultes qui veulent vous contacter, comment ça se passe au sein du club? Alors, notre site internet, tout simplement, il y a tous les renseignements dessus, comment prendre une licence, ce qu'on propose et ainsi de suite, tous les renseignements sont dessus. Tout le monde peut y accéder et puis tout le monde sera le bienvenu. Super, je te propose qu'on continue un petit peu notre balade, mais cette fois-ci à pied. Oui. Alors ici on passe au-dessus de quel cours d'eau? Ici, on passe au fait au-dessus du motorbar, donc on a du mal à s'imaginer qu'un petit ruisseau comme ça servait à inonder toute la vallée, et ça sera effectivement le cas, parce que tout simplement, on va y implanter des barrages qu'on peut aller voir tout de suite un peu plus loin.
Alors Philippe, on t'a rejoint. Déjà en quelques mots, où est-ce qu'on se trouve précisément et en quoi c'est un élément primordial sur la ligne Maginot Aquatique? Donc ici, on se trouve à Remerin, donc sur le barrage. Et donc c'est un élément absolument primordial, comme tu dis, sur la ligne Maginot Aquatique. C'est parce que c'est les barrages qui vont permettre d'inonder très rapidement la vallée. Donc c'est en fermant le barrage qu'on inonde et en jouant sur l'empilement des poutres, on peut régler la hauteur de l'inondation. Donc non seulement on inonde, mais on a le contrôle total de ce qu'on veut faire. Et donc ici à Remerin, ce lieu a été sécurisé et donc permet d'être visité très tranquillement. Et en voyant les différents éléments, on se rend bien compte de la façon dont on pouvait inonder. En quoi c'est important de préserver ce patrimoine-là, par lequel on ne passe pas forcément quand on se promène, parfois c'est un peu caché. Pourquoi c'est important ? Ce patrimoine est important parce que donc déjà pour la population, ces gens-là n'avaient pas de repères par rapport à cette période d'inondation puisque la région avait été évacuée. Donc quand ils reviennent, il y a ces éléments, mais il faut réussir à les faire parler, à leur faire dire pourquoi ils sont là. Et à travers des photos qu'on a, on peut expliquer aux gens que si aujourd'hui c'est des prairies, c'est des lieux de pêche pour les étangs, ça n'a pas toujours été le cas. Et il faut quand même se rappeler que c'était avant tout donc, des installations militaires qui aujourd'hui ont connu une reconversion toute pacifique, on va dire, mais à l'origine, c'était des installations militaires. Alors nous, on a eu la chance de faire un petit bout du circuit à tes côtés pour que tu nous donnes des explications. Je présume que c'est possible aussi pour nos téléspectateurs, s'ils ont envie d'en apprendre davantage, puisque bien sûr, on n'a pas tout montré. S'ils ont envie d'en apprendre davantage, ils vont auprès de toi, on contacte qui et comment ça se passe pour la période estivale? Voilà, donc nous on organise des visites guidées, donc là c'est sur les 3 sites de Host, Putelange et Remerin. Donc là c'est l'office de tourisme de Sarreguemines donc, qui fait la promotion et donc qui a tous les éléments qui pourront donc renseigner les personnes qui souhaitent donc soit faire une visite programmée ou alors des visites de groupe qui peuvent se faire tout au long de l'année. Donc là rapprochez-vous de l'office de tourisme de Sarreguemines qui feront le nécessaire pour nous retransmettre l'information. Le message est passé et puis si ça te dit, on va aller jeter un œil un peu plus précisément au blocos. Voilà, tout à fait, on peut y aller. Que serait Sarralbe sans son église Saint-Martin qui se trouve juste derrière? Il y a beaucoup de choses à voir et pas mal d'anecdotes à connaître sur cet endroit. Je vous invite vraiment à y aller. Un peu plus loin, vous avez également la Maison des Têtes qui abrite désormais un musée et qui est en lieu et place en fait, de l'ancienne mairie, de l'ancien tribunal et de l'ancienne prison de Sarralbe. Vous pourrez vous y rendre tous les dimanches du mois de juillet et août de 14h à 17h. Tout le reste de l'année, c'est sur rendez-vous. À Sarralbe, depuis un tout petit peu plus d'1 an, vous avez cette borne qui est une borne de réparation. C'est bien simple, si vous avez des petites choses à faire sur votre vélo, vous pouvez le faire ici. Tout simplement aussi regonfler vos pneus. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, on a fait appel à un professionnel pour tout vous expliquer. Cette station de réparation permet d'effectuer des petits travaux de dépannage tels une crevaison, une roue avant d'une roue arrière, la pression des pneus, de recontrôler le serrage sur les différents éléments du vélo, comme les pédales et tout ce qui est jeu de direction. Par contre, il faut quand même connaître quelques bases parce que parfois on pourra faire plus de mal que de bien. Cette pompe de gonflage nous permet de gonfler 2 types de valves. Elle permet de gonfler des valves nommées Schrader, les grosses valves type automobile. Donc elle est dans cette position-là. Nous pouvons inverser et la passer sur les petites valves, les valves françaises, les valves Presta. Donc, il suffit tout simplement de dévisser la partie supérieure. Vous avez un petit capuchon à l'intérieur. Il suffit d'inverser le sens tout simplement donc pour la passer voilà, sur les petites valves. Donc, on vient dévisser la valve. On dévisse la tête de valve. On applique la pompe sur la valve et on remonte le loquet. Voilà. Et ensuite, on peut actionner la pompe pour effectuer la pression d'air à l'aide du manomètre. Donc sur cette station, vous retrouvez également une clé à pédale qui vous permettra tout simplement de vérifier le bon serrage des pédales. Voilà.
toujours à Sarralbe, n'hésitez pas à emprunter le circuit des Cigognes à pied qui vous fera passer par tous les incontournables de la ville. Et vous avez également un joli point de vue ici au Moulin. Je rappelle bien sûr que vous avez le droit de rallonger votre trajet ou de le raccourcir selon votre niveau à vélo ou tout simplement vos envies. Pour ma part, je m'arrête là, j'ai bien pédalé aujourd'hui et j'ai de belles choses en tête. J'ai plus qu'à vous dire à une prochaine fois, toujours sur deux roues. Et c'est une fin de tournage. Je suis même pas sûre que ce soit ça.